RH, le grand talk. Et avec moi Mathilde Lecoz et Guillaume Proust pour parler diversité et inclusion. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler d'un sujet qui est encore assez touchy, un petit peu controversé. C'est les femmes dans la tech aussi. Savoir comment est-ce qu'on peut avoir plus de diversité, plus d'inclusion. Comprendre peut-être la différence entre diversité et inclusion, c'est pas la même chose. Je vais commencer à aller... La dernière fois, c'était vous, Guillaume. Je vais commencer cette fois-ci par Mathilde. La grande question. Et oui, la grande question. Déjà, en tant que DRH de Mazars, peut-être vous pouvez nous dire comment est-ce que les DRH aujourd'hui tentent d'innover pour avoir plus de diversité et d'inclusion. Et effectivement, et peut-être aussi revenir sur ton point de la en tout cas la différence entre diversité et inclusion. Enfin, en tout cas, moi, je vois une différence. La diversité, ça va être le fait de vouloir quelque part mettre en place des programmes pour représenter peut-être différentes personnes selon son origine, sa religion, son orientation sexuelle, son genre, etc. Alors que l'inclusion, pour moi, c'est mettre en place les conditions pour, sans stigmatiser, en fait, quelque part, l'appartenance à ce qu'on pourrait dire une communauté ou pas, le fait que chacun, quel que soit son poids, son histoire, ses origines, ses croyances, se sentent accueillis, respectés. Et pour moi, c'est vraiment la définition du bien vivre ensemble. Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'autant on peut mettre des dispositifs en place pour dire tout le monde est le bienvenu, mais une fois qu'ils sont à l'intérieur de l'entreprise, comment ça se passe? Exactement. Pas toujours, il n'y a pas toujours cette inclusion qui est respectée. Pas facile à mettre en place pour un DRH. Alors, pas facile. C'est vrai qu'au début, il faut déjà avoir quelque part toutes ces représentations au sein de son organisation. Et du coup, comment innover? Moi, je pense par exemple aussi à comment on va pouvoir recruter sans CV. Moi, aujourd'hui, si je prends mon industrie, on recrute beaucoup avec les diplômes. Oui. Les diplômes, aujourd'hui, ont leur poids. Ça aide aussi les recruteurs à prendre des décisions, surtout quand on reçoit beaucoup de candidatures. Et par exemple, on travaille avec Gochaba, avec Camille Orvan, qui a développé des jeux en ligne qui vont pouvoir permettre à des candidats de pouvoir démontrer de compétences davantage cognitives et qui vont nous aider, nous, à peut-être recruter justement au-delà d'un diplôme, au-delà d'un photo, au-delà d'un parcours type tracé. Et ça, par exemple, c'est des innovations qui, pour moi, contribuent, par exemple, à l'égalité des chances et à aller chercher des candidats de tout horizon. Merci. Et du côté, alors, de Guillaume, j'ai beaucoup de choses à évoquer avec vous, Guillaume, aujourd'hui, parce que quand même, directeur de plusieurs agences de mannequins, on va parler de diversité, d'inclusion aussi dans ce milieu-là. Quelque part, peut-être quelques chiffres sur les femmes dans la tech? Alors, en effet, c'est assez criant, en fait. Si on regarde... Le Next 40, par exemple, les 40 plus importantes startups qui sont listées par French Tech, ou encore le FT 120, on retrouve sur le Next 40 0 femmes à la direction de ces startups. Ouais. Et sur le 120, on trouve moins de 15% de femmes qui sont dans la tech. Et si on regarde au niveau international, en fait, c'est pas forcément guère mieux. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la parité, sans parler non plus, en effet, de la diversité, qui est encore plus large que le sujet de la parité. Exact. Et alors justement, comment on peut faire pour lutter contre ces stéréotypes peut-être qui viennent, on va dire, enclencher une mauvaise vision de la femme dans la tech ou en tant qu'entrepreneur? En fait, on se rend compte que ça commence très tôt. Ça commence à l'école. En effet, à l'école, les professeurs, nos familles nous disent, voilà, les femmes sont plutôt des profils pour faire du littéraire et pas forcément de la technique, pas forcément mettre les mains dans le cambouis. La technique, c'est en effet une image où seulement 23% de femmes sont dans ce business. On voit, c'est un business extrêmement masculin. Et les startups pensent que comme elles sont agiles, en fait, elles laissent la place aux femmes ou à toutes les communautés. En réalité, ce n'est pas le cas parce qu'on constate aussi, il y a une étude Gender Scan sur 117 pays qui montre que 46% des femmes ont subi des comportements sexistes. Donc on voit qu'il y a un travail énorme à faire pour intégrer la communauté des femmes, mais aussi les autres communautés. Alors justement, parlons d'autres communautés. Comment est-ce qu'on peut mettre en place ces dispositifs de plus d'inclusion sans rentrer dans de la discrimination positive? En fait, je pense que l'enjeu, c'est de comprendre déjà, est-ce qu'il existe des biais
dans son organisation, conscients ou bien souvent inconscients. Et une fois qu'on les a identifiés, compris, ça nous permet justement de voir quels sont peut-être les terrains de jeu dans lesquels on va pouvoir aller, ou en tout cas les actions qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà. Je donne un exemple. Alors, je reviens peut-être sur la parité, mais en tous les cas, c'est vrai que si on prend l'exemple du recrutement des femmes, nous, dans les métiers tech, on va recruter, par exemple, plutôt dans des écoles d'ingénieurs, et statistiquement, déjà, dans ces écoles d'ingénieurs, il y a moins de femmes. Donc, on sait que déjà, quelque part, le vivier de candidats qu'on va adresser, il est déjà déficitaire en termes de parité. Donc, faut-il justement rester uniquement sur ce vivier de candidature, ou justement, est-ce qu'on peut aller dans d'autres enjeux? Je pense par exemple aujourd'hui à beaucoup d'organisations, d'observatoires, d'associations qui œuvrent par exemple à reformer des femmes sur des compétences technologiques, donc peut-être pas issues de profils ingénieurs dès le début, mais qu'on souhaitait se réorienter par la formation continue, etc. Donc en fait, l'idée c'est vraiment déjà de comprendre quels sont les biais, etc. Ça va être exactement la même chose sur quelque part les origines, les nationalités, même alors les religions, ça c'est encore un petit peu différent parce qu'il y a aussi des sujets de faut-il tout adresser, et ça c'est un sujet que j'aime bien aussi dans la diversité et l'inclusion. Qu'est-ce qui est quelque part du débat, on va dire intime, enfin voilà, dans le sens, on ne va pas demander aux gens quand on les recrute quelles sont leurs religions ou leur orientation sexuelle. C'est pour ça que je trouve que le sujet de la diversité, enfin moi si demain on commence à me dire il faut que tu puisses démontrer que tu as une représentation, enfin tu as une répartition représentative de la population française sur différents axes, je me dis mais attends, je vais demander aux gens de se déclarer, je vais contrôler, enfin c'est là où on voit le sujet vicieux. Par contre, s'assurer que dans l'entreprise on a une façon de parler. Je prendrai l'exemple, par exemple, vous savez, les sujets de la parentalité. À force de dire papa, maman, tout le temps, est-ce qu'on n'est pas exclusif, par exemple, des couples homosexuels ou en fait qui ne vont pas forcément toujours se définir par il y a un papa et il y a une maman. Est-ce que parler du congé second parent n'est pas une façon beaucoup plus inclusive et donc dans laquelle certains couples vont se retrouver plutôt que de dire le congé pour les papas ou pour les mamans. Donc en fait c'est pour ça que je préfère parler du sujet d'inclusion qui permet en fait de mettre en place un environnement dans lequel, sans stigmatiser les individus, parce qu'on n'a pas toujours envie de parler de ces sujets-là non plus et on n'est pas un porte-étendard en disant bah voilà je suis tel bord, telle origine, telle religion. Par contre, faire en sorte que jamais, en fonction de ses croyances ou de son orientation, eh bien on se sent exclu ou jugé ou stigmatisé, voire minoritaire. C'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas un courant de pensée qui écrase les autres. Et alors ça c'est très français quand même, parce que par exemple aux États-Unis, quand on postule à une offre d'emploi, on nous demande si on est blanc, noir, caucasien. Enfin, on nous pose des questions assez absurdes, enfin assez étonnantes en tout cas pour nous Français. Donc c'est quand même, faut le souligner. Et c'est interdit. Il y a plein de questions d'ailleurs qui sont interdites. Même aux États-Unis. En fait. Alors, en tous les cas, en France, oui. Ah oui, non, en France, on ne pourrait jamais faire ça. Je ne pense pas qu'on puisse le faire, mais c'est vrai que dans d'autres pays, ils vont pousser vraiment la diversité. Alors, sous forme de... Et c'est là ce qui me gêne parfois, c'est qu'on va dire, regardez, je suis une entreprise où il y a de la diversité, je vais vous montrer mes différentes, communautés, ou en tout cas, profils, mais ça ne veut pas dire on sait vivre ensemble, ça ne veut pas dire qu'on se respecte, ça ne veut pas dire qu'on ne se juge pas. Et donc, c'est pour ça que c'est pas en disant voilà j'ai tant de personnes d'origine non française, tant de personnes LGBT, qu'en fait je suis une entreprise dans laquelle les gens savent vivre ensemble, se respectent et travaillent en confiance. C'est vraiment deux choses différentes. Très important de souligner cette nuance. Pour lutter contre les comportements sexistes et anti-inclusifs, il faudrait peut-être mettre en place certains outils de mesure. D'après vous, Guillaume, est-ce que c'est possible ? Oui, je pense que c'est possible et c'est nécessaire parce que, en fait, si on veut savoir si on est dans la parité, et si on est dans la diversité culturelle, la diversité cultuelle, la diversité de genre, on doit un minimum avoir des rapports pour savoir en effet où on en est. Et d'ailleurs, c'est justement en donnant la parole aux femmes, à toutes les communautés, sans focuser sur leurs différences, parce que c'est ça l'inclusion, c'est en effet de ne pas stigmatiser, pour reprendre ton terme. Et évidemment qu'il faut avoir des stats, évidemment qu'il faut suivre un minimum les choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a malheureusement en France des lois qui permettent de faire avancer les choses dans les conseils d'administration, avec la loi Copé-Zimmermann, ou encore la loi Rixain, fin 2021, qui va permettre d'avoir plus de femmes avec des rôles exécutifs. Et aujourd'hui, en effet, ce qu'il faut, par exemple, si on parle
encore de la parité. Il faut laisser la parole aux femmes pour qu'elles communiquent en interne, pour qu'elles deviennent des rôles modèles, pour qu'en effet, dans l'esprit des gens, on sache que le numérique est accessible aux femmes et pas uniquement aux hommes. Et qu'en effet, ces comportements sexistes cessent. Parce que malheureusement, il est présent au quotidien et dans toutes les strates. Donc ces fameux biais cognitifs, c'est-à-dire la déformation de la réalité, on doit la casser en mettant en place des initiatives très fortes. Par exemple, dans des startups comme Conto, on met en place des stages découvertes avec des femmes. Chez Vestiaire Collective, 100% des salariés doivent passer par une formation sur l'interculturalité, sur les politiques d'inclusion à 100% qui sont prônées dans ce type d'entreprise. Ce sont les dirigeants, c'est toute la société qui doit s'emparer de ce sujet et en effet arrêter de parler au masculin et au féminin, mais de parler sans genre. On voit des initiatives incroyables, je pense à l'initiative récente de l'Espagne qui interdit la publicité sexiste sur les jouets. C'est un truc extraordinaire parce qu'en effet, aujourd'hui, parler d'un jouet bleu uniquement pour les hommes, un jouet... les voitures. Donc, plein d'initiatives peuvent être mises en œuvre et je recommande la lecture de la charte parité de French Tech, qui est très bien faite, qui fait des propositions très concrètes, mais aussi d'autres associations. Je pense à la charte de l'autre cercle, LGBT+, et toutes les sociétés, toutes les startups devraient davantage s'emparer. Alors Guillaume, il nous reste plus qu'une minute et je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Vous êtes dirigeant de plusieurs sociétés de mannequins. Est-ce qu'il y a de la diversité, plus de diversité chez les mannequins? Est-ce qu'on va avoir aujourd'hui des femmes d'1m50, d'1m65? Est-ce qu'on va avoir des tailles 40 dans les affiches? Où est-ce qu'on en est? On a de plus en plus de diversité dans nos agences de mannequins. On a mis en avant des profils non binaires. On a été les premiers à le faire avec des grandes marques dans le luxe et également avec des profils qui viennent de toute orientation culturelle. On a beaucoup de profils qui viennent d'Afrique, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans. On a aujourd'hui, s'il y a une vraie volonté de faire ouvrir la diversité, c'est une question d'initiative. Donc les entrepreneurs doivent prendre des initiatives dans ce sens.